Et à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Favoriser l'innovation universitaire et les écosystèmes régionaux. Nous avons la chance d'avoir avec nous plusieurs personnalités qui vont nous éclairer sur ce sujet. Nous constatons en effet qu'au-delà des grands programmes fléchés, des initiatives locales, régionales peuvent soutenir l'innovation et le transfert des sujets ô combien fondamentaux au moment où l'on parle d'indépendance et de souveraineté. Je voulais simplement vous dire également que je suis désolé, nous organisons systématiquement des webinaires à parité, si je puis dire. Cette fois-ci, ça n'a pas été possible pour des questions d'agenda. Voilà, c'est dit, mais sachez en tout cas, c'est notre driver systématiquement quand nous organisons des rencontres et d'être sur une stricte parité. Nous avons quand même maintenu ce webinaire avec François Germinet, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Pour le début de webinaire, son agenda le contraint à nous quitter d'ici 20 minutes. Est-ce que François, vous êtes là? Il est parti, François? Il va revenir. Non, je suis là. Non, mais je ne vous voyais pas, François. Xavier Apollinarski, président du réseau des sociétés d'accélération et de transfert de technologie. Ce sont les SAT, tout simplement. Bienvenue, Xavier. Michel Mariton, vice-président innovation Université Paris-Saclay. On va Saclay, que dire tous? Fer de lance de l'innovation, de la recherche en France et dans le monde. Cédric Denis-Rémy, vice-président développement, bon, APSL, mais surtout, il représente UDIS. UDIS, rappelez-nous, quelqu'un me disait en préparant, mais qu'est-ce qu'UDIS, hein, François? Parce que je suis taquin. 13 universités intensives en recherche, mais on va en parler. Oui, on va en parler, on va voir. Et puis, j'ai demandé à notre expert chez Newstank et Campus Matin de venir à mes côtés pour animer cette table ronde, notre directeur de la rédaction recherche, le grand spécialiste, Jean-Philippe Brally. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Gilbert, ravi d'être parmi vous. Alors, nous avons aussi quelqu'un qui devrait se connecter bientôt, Max Dumoulin, qui est vice-président innovation chez Elsevier, vous savez, l'éditeur qui nous parlera et qui nous accompagne sur ce webinaire, qui évoquera le cas des universités 4e génération, qui est très emblématique sur le thème et qui illustrera le thème dont nous parlerons et qui nous a préparé une jolie petite keynote. Hein, les thèmes, comment s'organisent les universités avec les organismes de recherche pour contribuer à l'innovation, quels sont les financements nationaux, européens et locaux, quelles sont les bonnes pratiques, parce qu'après tout, nous avons des personnalités qui, eux, ont un track record, si je puis dire, en matière d'association et d'organisation, et puis comment mesurer l'impact, puisqu'évidemment, chercher c'est bien, avoir un impact, c'est encore mieux, vous le savez aussi bien que moi. Alors, pardonnez-moi, d'abord, merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire à tous, hein, merci beaucoup. Rapide tour de table avant de poser quelques questions à François Germinet. Cédric, vous disiez, UDIS, on va en parler. Est-ce qu'il est facile de rassembler des universités d'Europe pour travailler sur ce sujet de l'innovation et du transfert? Alors oui, merci. La première question, c'est de se rassembler en tant qu'université intensive de recherche pour essayer de gagner 2 combats. On a 2 combats qu'on est en train de mener et qu'on est en train vraiment de gagner et je dirais même qu'on a déjà gagné, même si on continue. Le premier, c'était le fait que l'entrepreneuriat et l'innovation est quelque chose qui est un élément culturel, c'est-à-dire que ça ne se décrète pas. Lorsqu'on est dans des établissements qui produisent de la connaissance scientifique, eh bien, être capable de produire de l'innovation, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Et donc, on est en train de gagner ce combat culturel où on peut à la fois produire de la bonne science et produire des innovations. Et le deuxième combat, c'est évidemment cette capacité de faire venir le monde socio-économique à l'université, hein, qui avait été un peu laissé de côté, c'est-à-dire qu'on avait créé un peu une perméation entre le monde de l'entreprise et le monde de l'université. Ça, c'est en train de se transformer dans le sens où, oui, les entreprises sont les bienvenues, elles viennent chercher l'innovation, elles viennent chercher la recherche, et c'est ce double aspect, ces 2 points en termes d'innovation. Et donc, pour ça, on s'est regroupé en tant que UDIS pour des questions de partage, de connaissances autres, et puis évidemment des questions de financement, mais on en reparlera dans quelques minutes. On en parlera, le financement. On se retournera vers François, qui est assis sur la cagnotte de France 2030, et il nous dira comment justement elle contribue, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, il y a plein d'autres gens. Michel Mariton, je disais à Saclay, hein, c'est quand même un fer de lance en matière de recherche, mais également d'innovation, parce qu'évidemment, et j'aime assez cette entrée en matière avec Cédric, c'est-à-dire on ne peut pas dissocier. On peut chercher pour des sujets qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, dont on ne connaît pas forcément les résultats, mais il ne faut jamais oublier aussi une application en termes de transfert et d'innovation, voire de brevet, hein, puisque évidemment la compétitivité entre les nations se joue évidemment sur ces sujets-là. Même question pour vous, comment dirais-je, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre ADN? Alors, on sait que la recherche est consubstantielle à Saclay, l'innovation et le transfert, comment justement on passe à l'échelle sur ce sujet-là?
Oui, alors bon, bien sûr, déjà, tout de suite dire que l'innovation, c'est pas nouveau. On en fait depuis longtemps, on en fait quelque part depuis toujours, hein. À l'Université Paris-Saclay, vous avez Centrale Supélec, qui est une école qui a été créée au milieu du 19e siècle par un entrepreneur pour les entrepreneurs. Donc, il n'y a pas de surprise à ce qu'aujourd'hui, on continue à bien se tenir, je dirais, sur cet aspect-là. Donc, une grande continuité, un temps long, hein. Je n'évoquais pas au hasard le 19e siècle. Même si on parle beaucoup de start-up, etc., qu'il y a toute cette image de disruption, mais en fait, fondamentalement, l'innovation, et c'est là qu'elle est proche de la recherche, elle s'inscrit dans le temps long. Et puis, en termes d'objectifs et d'ambition, ben, oui, effectivement, l'Université Paris-Saclay est reconnue dans les classements basés sur la recherche. Elle est aussi en tête en France sur les classements liés à l'innovation avec nos collègues de l'Institut Polytechnique, avec nos collègues de PSL. Il se passe déjà beaucoup de choses dans nos grandes universités, mais c'est vrai qu'il nous reste un step à franchir pour qu'on ait, je dirais, le même ranking, le même classement sur la dimension innovation que celui qu'on peut avoir sur la dimension recherche. Donc voilà, rentrer dans un top quelque chose dans le domaine de l'innovation, là, il nous reste des progrès à faire. Cédric parlait de culture. Est-ce que ça se joue pas mal à ce niveau-là? Oui, bien sûr. La culture historique des établissements, des grandes universités françaises est marquée par une certaine distance par rapport à l'aspect innovation. Mais moi, le témoignage que je peux apporter, j'ai un parcours qui fait que j'ai commencé ma carrière au CNRS. Ensuite, j'ai passé 25 et même peut-être 30 ans dans l'industrie. Là, je suis revenu pour aider l'Université Paris-Saclay justement à s'approprier complètement cette dimension innovation. Et la première chose à dire quand même avec ce côté avant-après et sur le temps long, sur 30 ans, c'est d'abord un grand bravo à mes collègues qui sont restés dans le qui ont le courage de rester dans le milieu universitaire. Il est parti, mais… Il semble parti, mais par contre, Max Dumoulin est arrivé. Ah, Max Dumoulin, alléluia. Max Dumoulin, bonjour, je suis désolé, le lien ne fonctionnait pas, alors désolé, mais je suis ici. Désolé pour le malfonctionnement. Bon. Je pense que c'était à moi. Désolé, c'est pas l'organisation, je pense. J'espère. Ce qui compte, c'est que vous soyez là. Alors, on a parlé avec Michel. Xavier, aussi même question pour vous hein, sur les SAT. Est-ce que justement, alors les SAT, évidemment, c'est le fer de lance quand on parle innovation, quand on parle transfert, quand on parle création même d'entreprise, où on est au cœur de la machine. Est-ce que on est allé assez loin culturellement et puis sur le plan, on en parlera tout à l'heure, financier? Alors, on est allé assez loin, oui, j'espère en tout cas. En tout cas, nous, on a, côté du réseau des SAT, les 13 SAT en France ont depuis maintenant une dizaine d'années fait une démonstration qu'on peut produire de l'innovation et accompagner les chercheurs avec une vraie dynamique d'impact, avec une vraie dynamique d'accompagnement. On a quand même aujourd'hui tout un socle d'activités liées à l'innovation avec à peu près, on va dire, 20 000 projets détectés sur toute la France. Avoir réalisé des transferts de technologie en nombre, à peu près 2000, avec une vraie activité sur chacun des écosystèmes régionaux. Il faut savoir que les SAT, c'est aujourd'hui 60% des transferts qui se font dans la région où est située la SAT. Ça veut dire qu'on vient irriguer, on vient irriguer en innovation les écosystèmes régionaux, territoriaux, en adéquation entre la recherche publique et le monde économique de chacun des territoires où sont installés les SAT. Je vous le développerai en détail. Oui, parce que les SAT, ce n'est pas nouveau, donc vous êtes un acteur incontournable, alors on dit ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Vous étiez où? Oh, une petite interruption, je soupçonne Cédric. Mais si j'ai bonne mémoire, vous avez eu quelques sujets sur les serveurs et comment la cyber… Oui, non, mais là je suis au playground qui n'a pas été concerné par la cyberattaque, donc non, je ne sais pas. Donc, côté Saclay, on travaille. Côté SAT, 60%, c'est intéressant, hein, des SAT où vous êtes installés, des écosystèmes SAT, 60% des transferts passent par les SAT. C'est en gros, passe par des acteurs économiques territoriaux et ça se distribue
on va dire 50% des transferts que nous réalisons s'effectuent par la création de start-up deep tech, 40% à destination des PME et 10% à destination des grands groupes. Donc, si on caricature un peu la production ou l'impact des SAT, on a un impact très fort au niveau de chacun des territoires sur lesquels on est installé, et on a un impact très fort sur les PME et les startups. Ça veut dire qu'on est en train de nourrir l'économie industrielle de demain au niveau territorial. Et ça, c'est un métier, que vous le vouliez ou non, c'est une finalité extraordinaire de faire ce lien entre la recherche publique et les écosystèmes industriels. Non, mais c'est bon de rappeler que ça marche. Parce qu'on a trop tendance à, quand on se regarde, on pleure, quand on se compare, eh ben, on peut sourire. Et là, ce que vous nous dites, en fait, c'est que ça marche. Donc, quand on parle de réindustrialisation et souveraineté, c'est rassurant de voir qu'il y a encore des choses qui se passent. Pas des choses qui marchent et qui fonctionnent. Avant de passer la parole à François, juste Max, tout à l'heure, vous nous parlerez des universités 4e génération. Tout à l'heure, hein, je compte sur vous. Hein, tout à l'heure, on va interviewer d'abord François Germinet qui représente France 2030, vous savez, le grand programme d'investissement français. Et comment dirais-je, après, on fera un petit détour avec vous en Hollande, parce que je sais que vous êtes là-bas. Jean-Philippe? Oui. Un petit point rapide, s'il te plaît. Alors, c'est mon confrère, Jean-Philippe, c'est pour ça qu'on se tutoie, sinon, évidemment, dans la vie, on se vous voit également. Jean-Philippe, sur le transfert et comment dirais-je, les écosystèmes, il faut rappeler qu'on a quand même beaucoup d'échelons, l'Europe, la France, le territoire et le très local. C'est aussi ça qui nous fait débattre aujourd'hui. Oui, ça nous fait débattre aujourd'hui parce que c'est vrai que sur le sujet de l'innovation, de la valorisation du transfert en France, on a beaucoup entendu depuis ces dernières années que c'était une sorte de millefeuille, qui avait beaucoup de couches, beaucoup de guichets, voire que certains acteurs étaient parfois en concurrence sur ce sujet-là, puisque derrière ce sujet, il y a la propriété intellectuelle, il y a des brevets, il y a, on va dire très clairement, il y a de l'argent. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de coordonner ces différents acteurs. Donc on parlera de ces fameux pôles universitaires d'innovation, les PUI, à voir si effectivement ils peuvent avoir ce rôle de coordination, que ce ne soit pas encore une feuille de plus au millefeuille. Dans le millefeuille. Exactement. Donc voilà, c'est exactement. C'est vraiment donc ça, c'est vraiment le vrai sujet. Et on voit qu'aujourd'hui, de par ce que viennent de nous dire ces différents acteurs, on sent une vraie volonté, voilà, de travailler en équipe entre les différents acteurs. Ils sont nombreux pour effectivement, comme le disait Michel Mariton, peut-être franchir une step supérieure sur les classements aussi des différents acteurs. Oui, bien sûr. François, on vous a avec nous. Gilbert. Alors, François, vu d'en haut, vu du ciel. François Germinet, vu du ciel. France 2030, vu du ciel, parce que c'est important. Quelle est la situation à date? Alors, quand on prépare, on en a beaucoup échangé sur ces sujets, parce que vous êtes quand même sur des grands sujets de société, des grands sujets de transformation et de transition. Alors, quelle est la situation à date? Parce qu'évidemment, dans la période d'incertitude que nous connaissons, on se demande tous, est-ce qu'on est équipé pour faire face? Déjà, je vais rebondir sur un terme qui a été utilisé là, juste avant par mon collègue des SAT, je crois, qui parlait d'irrigation dans les territoires. Et dans un pays qui adore produire des irritants, eh bien, France 2030 essaye de produire des irrigants. Et donc, c'est les SAT, et c'est les IRT, les ITE, etc. C'est-à-dire imaginer des programmes prototypés, expérimentés, des programmes qui vont pouvoir être déployés sur les territoires, et pas forcément en manière top-down, mais en faisant confiance aux acteurs locaux. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et ensuite, si ça marche et si c'est pertinent, c'est à l'État, dans le cadre de ses prérogatives et des différents ministères, de reprendre la main et puis de déployer l'action. Voilà, nous, on a vocation à impulser, à tester des irrigants, pour dépasser des irritants, et ensuite l'État reprend la main, ou les universités, ou les acteurs publics, les acteurs privés. Et puis on fait ça à un double niveau, un niveau de stratégie nationale
et puis un niveau de déploiement local. Donc, je vais revenir à ça. Si vous voulez quelques éléments de bilan, puisque voilà, vous demandiez ça, bien, les SAT, c'est à peu près 1 milliard d'investis depuis le début de l'expérimentation. Et puis, il y a la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui va prendre la suite. Et France 2030. Xavier, vous confirmez les 1 milliard? Je confirme les 1 milliard, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je vais même vous donner après l'impact économique que ça a eu. Vous voyez, par exemple, on a investi sur ce milliard plus de 600 millions d'euros dans de la maturation pour à peu près un peu plus de 3000 projets maturés, quasiment 4000 brevets déposés sur l'ensemble des SAT, plus de 700 startups créées à partir du réseau des SAT. Et les SAT, hein, je compte les 13 SAT, et puis les 6 SAT expérimentales, les 6 SAT-E, dont par exemple PSL et PSL Valorisation est un exemple, et un exemple éminent. Voilà. Voilà. Et les revenus facturés qui sont issus du transfert sont voilà, vers 150 millions d'euros. Donc il y a des résultats du côté des SAT. Et au-delà des résultats chiffrés et quantitatifs, il y a le fait que les acteurs se sont mis ensemble et ils se sont habitués à ce que c'est que la valorisation à un niveau professionnel. Ils ont professionnalisé ce métier qu'est le transfert de technologie, ce qui n'était pas évident, ce qui n'existait pas il y a 15 ans. Vous voyez, on a parlé des pôles universitaires d'innovation. On aurait dit il y a 15 ans, on va lancer des pôles universitaires d'innovation. Il y a beaucoup d'universités qui auraient dit, mais pourquoi faire? Lorsque ça a été lancé, parce qu'il y avait 13 SAT et puis 6 SAT expérimentales, tous les sites ont dit, ben oui, c'est évidemment naturel, ça fait partie de nos missions et on doit organiser l'écosystème d'innovation parce que c'est absolument essentiel. À côté de ça, on a les IRT-ITE, on en a une quinzaine. Et là, c'est pareil, hein, l'État a investi plus d'1 milliard d'euros, 1,2 milliard. Et à côté de ça, les industriels ont investi 1,2 milliard, exact, pareil. Donc, vous voyez, 1 pour 1. Dans ces grands programmes d'échange de technologies entre le monde académique et puis le monde des entreprises. Et puis, il y a il y a d'autres programmes du genre iPhD, iLab. Je ne vais pas tout définir, tout préciser. Simplement, je reviens sur, je vous donne un exemple de financement au niveau stratégie d'État, puisque là, je vous donnais les irrigants locaux, c'est-à-dire les SAT et les IRT, qui sont des objets territoriaux et puis qui mettent ensemble, qui mettent en mouvement les acteurs territoriaux. Un exemple d'action dirigée à partir des stratégies d'État, donc définies par l'État, eh bien, ce sont les projets de maturation, prématuration, le fameux programme Primatmat, où on a une quinzaine de consortiums de SAT et d'organismes de recherche également, qui qui bénéficient de quasiment 300 millions d'euros pour faire de la prématuration et de la maturation dans des sujets comme la bioproduction, le développement de l'hydrogène décarboné, la digitalisation et la décarbonation des mobilités, l'intelligence artificielle, les produits biosourcés, les maladies infectieuses, etc. François, justement, parce que, évidemment, on ne doute pas que France 2030 ait investi massivement. Et la question qu'on se pose, c'est que les investissements pour France 2030 sont assez fléchés, thématisés, hein, pour ne pas dire. Et est-ce que ça a été efficace? Parce que parfois, il faut un peu peut-être un peu plus de liberté dans les thèmes abordés. Est-ce que cette méthode est, j'allais dire, est la bonne sans doute, mais est-ce que ça a apporté ses fruits? La méthode de France 2030, c'est de lancer des appels à projets pour repérer
les synergies locales, les énergies, les consortiums qui ont une stratégie qu'ils partagent, qu'ils sont capables d'expliciter et de mettre en œuvre derrière, plutôt que de décider de manière top-down et à partir de dossiers, en gros vu depuis Paris, qui est bon et mérite de se lancer dans le programme et qui ne le mérite pas. Donc c'est une prime à la compétence et à l'énergie et à la cohésion des territoires. Donc voilà, nous on pense que c'est plutôt... Voilà, nous on est dans notre logique et on pense que mobiliser les énergies plutôt que de décider a priori où est-ce qu'elles sont est une bonne façon de faire avancer le pays. Alors, juste un petit mot avant de conclure avec vous, François. L'année, il y avait 50 milliards qui pouvaient être adressés, enfin, qui étaient budgétés. Il y avait eu à peu près les 2 tiers distribués. Il restait un tiers. Aujourd'hui, c'était il y a 1 an, vous m'aviez dit ça. Aujourd'hui, quelle est la somme à encore attribuer? Alors, sur ce qui touche aux investissements dans les entreprises, là, je ne peux pas vraiment parler, mais sur ce qui touche aux écosystèmes d'enseignement supérieur et de transfert, on a engagé la quasi-totalité. Vous voyez, un des derniers gros programmes, c'était IA Cluster, pour faire de la France, pour repérer 9 grands pôles d'innovation, d'expertise, de recherche dans l'intelligence artificielle et faire en sorte que la France soit compétitive sur ce grand enjeu qu'est l'intelligence artificielle. Voilà. Et là, il a été lancé, signé. Donc, du point de vue du transfert, etc., on a engagé et mis voilà, tout ce qu'on avait dit qu'on ferait. D'accord. Il n'y a plus de sous. C'est pas qu'il n'y a plus de sous, c'est que après, c'est des engagements pour la création d'entreprises, etc. Mais sur le programme que le pôle connaissance devait mettre en œuvre, eh bien, nous avons réalisé à 95-99% ce qu'on devait faire. Et les dernières questions pour vous, François. Alors, on parlait, vous voulez faire ruisseler, hein, puis pour reprendre le terme présidentiel, et non pas irriter, mais irriguer, pardonnez-moi, voilà, c'est ça, bon, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il serait nécessaire de faire coïncider financements européens, nationaux et locaux, plus de cohérence? Parce qu'à chaque fois, ça redemande un... Alors oui, il y a des initiatives là-dessus, mais pas assez. D'ailleurs, la France n'a pas non plus... Enfin, il est difficile de mettre en œuvre des stratégies de transfert. On le fait avec Primatmat, mais en fait, c'est la première fois qu'on le fait à ces niveaux-là. Et on n'a pas encore complètement connecté la question du transfert aux grands programmes de recherche qu'on appelle les PEPR et Confinance. Et au niveau européen, bien, on est attentif aux alliances européennes et notamment à la manière dont les alliances européennes se saisissent de ces questions de transfert. Vous voyez, sur différents sujets, les alliances européennes peuvent s'organiser pour avoir leur propre benchmark et puis sur les thèmes principaux qu'elles sont en train de porter, de développer du transfert. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que du côté des IRT et puis des SAT, on a des dépôts d'ERC POC ou des ERC dans le cadre du programme EIC. Donc on a des choses comme ça, mais c'est pas aussi développé que par exemple l'appétence pour le grand programme ERC qui est très connu. Ouais. Donc on aimerait bien avoir des boosters pour amener les SAT à se déployer un peu plus et aller voir ce qui se passe du côté européen, mais ça serait plutôt pour l'avenir. Ouais. François, merci. Je sais que vous nous avez accordé le temps compté. Je sais que vous n'êtes même pas à Paris, là. Vous êtes en déplacement. Ouais, je suis nantais. Et oui, quelqu'un me disait que votre fond d'écran, c'était la façon dont France 2030 devait arbitrer entre tous les projets qui se bousculaient devant votre porte. Non, ce sont tous les territoires et avec toute leur diversité et l'envie qu'ils représentent, l'envie qu'ils portent. Merci beaucoup, François. Je vous laisse revenir aux affaires et merci beaucoup pour votre intervention. Webinaire à vous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Alors, Xavier, Michel, Cédric, et on passera la parole tout à l'heure à Max. Max, are you ready? Because on compte sur votre petite keynote dans 5-10 minutes.
Oui, Xavier, je suis ici. Xavier, un mot sur ce qui a été dit, évidemment. Alors, je voudrais peut-être parler des pôles universitaires d'innovation parce qu'on les a évoqués, mais en même temps, est-ce qu'on est en train de passer à véritablement quelque chose, une révolution, une évolution, un changement de paradigme? On est par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a quand même un impact qu'il faut qu'on… Parce que bon, il y a des données, j'allais dire, d'accompagnement, de satisfaction qui sont en train d'être menées aujourd'hui sur l'activité des SAT. Hein. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on va avoir des données quantitatives et des données qualitatives à partir du début d'année. Et ça, j'espère qu'on refera une intervention. Mais sur 50% des transferts qu'on a faits, on a réussi, notamment vers les startups, on a réussi à définir la valeur qu'on avait créée. Et aujourd'hui, l'impact économique dans l'industrie, les 750 startups qui ont été créées ont aujourd'hui une valorisation cumulée de l'ordre de 3,5 milliards d'euros. Donc, en gros, aujourd'hui, les SAT, le France 2030 a investi 1 milliard d'euros. Ça a déjà généré sur la moitié de nos transferts 3,5 milliards d'euros de valeur économique. À ça, il faut qu'on ajoute les 6 000 emplois. À ça, il faut qu'on ajoute l'impact sur les PME qui est un peu plus difficile en termes quantitatifs à définir. Et ça, c'est des actions qu'on est en train de mener. Donc, voilà, c'est pas pour faire cocorico, c'est juste pour vous dire que certains métriques, aujourd'hui, permettent de démontrer quelque part la rentabilité. Et si je caricature, aujourd'hui, 1 euro investi en maturation génère 21 euros de valeur économique. Et ça, c'est quand même… C'est traqué depuis 4 ans aujourd'hui. Ouais, oui, mais donc c'est jeune, 4 ans, parce qu'en fait, si on ne mesure pas l'impact, évidemment, on peut toujours débattre, on peut toujours polémiquer et dire c'est de l'argent, il va où? Et je parlais de fléchage tout à l'heure, hein, vous souvenez. Donc c'est vrai que là-dessus. Et les PUI sont pour nous, quelque part, effectivement, c'est un nouvel outil, mais on l'a vécu, puisque ça ne se voit pas, mais je suis voisin de Michel, hein, quelque part. On a vécu le montage des PUI comme étant quelque chose qui allait apporter un process et des activités communes qui étaient déjà organisées, mais peut-être pas de manière homogène avec l'ensemble des acteurs d'un territoire d'innovation. Et comme aujourd'hui 100% des SAT sont impliqués dans 100% des PUI, je pense qu'on peut dire on y arrive. Cette convergence dont j'ai parlé avec Michel. Alors, vous ne viviez pas dans la forêt, vous, visiblement, mais en tout cas, vous êtes voisins. C'est ce que j'ai pu comprendre. Alors, vous le disiez tout à l'heure, et c'est très intéressant, vous avez passé une partie de votre carrière dans le privé. Hein, et cette collaboration, comment dire, ça sera le thème de notre événement du février, la coopération avec les entreprises et entre universités et les centres de recherche, c'est fondamental. Comment améliorer cette collaboration et comment faire que ce transfert soit plus fluide? Alors, j'ai déjà un petit peu indiqué, hein, il faut insister sur ce côté satisfecit, quoi. Il y a eu énormément de progrès, il faut le dire sans arrêt, et bien évidemment, il ne faut pas s'en contenter, il faut continuer à progresser. Donc, pour répondre à la question, moi, ce que je suis particulièrement attaché sur ces relations-là, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intimité, la continuité, la proximité. Il y a une longue pratique des collaborations, je dirais, ponctuelles. On fait passer une thèse, on craque un point dur technique grâce à l'implication d'un laboratoire. Donc, c'est très bien et il faut que ça continue et ça correspond, je dirais, un petit peu au tout venant. Mais il faut aussi rechercher des collaborations que ça se fait plus dans la durée. Donc, un outil privilégié pour ça, ce sont les laboratoires communs. Donc, je pense qu'il faut avoir comme objectif tous ensemble de continuer à développer les laboratoires communs. On en fait déjà beaucoup. Hein. Et ce qu'il faut peut-être, par rapport aux entreprises, ce qu'il faut peut-être, c'est lever l'idée fausse que le laboratoire commun, c'est réservé aux très grands groupes. Par exemple, le laboratoire commun historique sur Paris-Saclay avec Thales, le CNRS, ce qu'on appelle maintenant le laboratoire Albert Fer. Bon, voilà, un laboratoire, donc ne serait-ce que par le nom, quel laboratoire montre qu'il n'y a aucune contradiction entre laboratoire commun et recherche d'excellence, donc au niveau d'un Nobel. Mais ça, bon, c'est un peu, voilà, c'est le grand groupe Thales, groupe de souveraineté, etc. Mais c'est pas du tout, les laboratoires communs ne sont pas du tout réservés à ces grands groupes. On est fiers sur Paris-Saclay d'en avoir signé l'an dernier avec Helogène GTT,
pour les électrolyseurs. Voilà, avec une grosse, une belle, très belle GTT, très belle ETI internationale, mais dans la classe inférieure à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, le mois dernier, on a signé avec Candela. Donc, Candela, spin-off d'un des laboratoires du campus, qui souhaite rester en contact avec le laboratoire qu'il a vu naître et qui choisit le modèle laboratoire commun. Pourquoi laboratoire commun? Parce que ça permet de s'engager sur le temps long, s'engager bien au-delà d'une thèse, s'engager sur une sorte de feuille de route commune entre une partie du laboratoire et l'entreprise, et puis bien sûr de réunir des financements privés avec les financements publics. Donc on peut encore progresser sur ces collaborations avec le véhicule laboratoire commun. Et puis deuxième point, un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est le brassage des gouvernances. C'est de faire que par les gouvernances, c'est-à-dire fondamentalement les conseils d'administration, là où ultimement se joue, se décide, se débat la stratégie des universités d'un côté et des entreprises de l'autre, il y ait bel et bien un brassage. Donc la grande importance pour nous, universitaires, d'avoir des personnalités venant de l'industrie dans notre conseil d'administration, et on en a pas mal, c'est une belle évolution de la dernière période, et nécessité, recommandation en même temps pour les entreprises de savoir accueillir des scientifiques dans leur conseil d'administration dans une période de mutation accélérée de l'industrie, transition énergétique, impact de l'IA, etc. Avoir un prof, j'aime dire, en imitant un célèbre pétrolier, entreprise, mettez un professeur dans votre conseil. Et d'ailleurs, on manque de docteurs. Prenez des docteurs pour faire de la recherche en interne avec des chiffres, avec whatever, toutes les procédures. En interne, Gilbert, mais je veux insister sur des docteurs pour les équipes de recherche, oui, mais je veux insister sur les boards. Aux États-Unis, bien sûr. Dans les entreprises américaines, 40% des administrateurs ont un PhD. Oui, alors pas des boards avec 60 personnes, hein, parce que j'ai vu des boards. Non, les boards des entreprises, les boards des entreprises, bien sûr. Oui, sur les universités, parfois aussi, il faut faire rentrer l'entreprise un petit peu parfois, et c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup d'universités. Aux États-Unis, 40% des boards d'entreprise, 40% des administrateurs d'entreprise ont un doctorat. C'est un signe. Allez, mais tout ça, vous savez que tout va s'améliorer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu 10. Ils vont arriver, ils vont remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Bon, allez Cédric, je vous charrie un peu, mais pour autant, on voit bien qu'il y a un mouvement de convergence et le mouvement supranational avec U10 prend aussi, j'espère, la main aussi sur ce sujet. Non, on ne prend pas la main côté U10, hein. J'allais dire, je bois les paroles de Michel, parce qu'en fait, on est en adéquation, c'est-à-dire que nous, les 13 universités, avec des logiques territoriales de sites, hein, donc c'est bien ça, on parle de sites, on est évidemment partenaire dans ce qu'on fait avec tous nos collègues là-dessus, évidemment partenaire également des SAT qui sont sur les logiques aussi de territoire, partenaire aussi avec les grands organismes, mais la logique, c'est ce qu'est en train de dire Michel, c'est de faire bouger les lignes. Et c'est ça que fait U10, c'est-à-dire on fait bouger les lignes, et notamment, on est là pour rappeler qu'il faut financer l'innovation. Alors, évidemment, François est parti. C'est dommage parce qu'on a été très soutenu sur le financement de l'innovation. Voilà, il faut le dire, il y a eu beaucoup d'argent en France qui est investi, et je le dis, il est investi, c'est-à-dire qu'on met de l'argent pour le futur, pour permettre des créations d'entreprises. Et tout à l'heure, vous nous poserez probablement la question des indicateurs. L'un des indicateurs, c'est le développement des entreprises. Et Michel citait Candela, puisqu'on va parler d'une entreprise aujourd'hui à Paris-Saclay. C'est une entreprise qui a émergé là-dessus et qui aujourd'hui va rendre à l'université. Donc on est dans un cercle vertueux, mais ce sont des entreprises qui vont créer. Je vais donner une illustration à PSL ici. L'année prochaine, on a une de nos startups qui s'appelle Akemia. Akemia, ils vont embaucher entre 250 et 300 CDI scientifiques en 2025. Quand on parle de CDI scientifique, on parle essentiellement de docteurs et également de masters et d'ingénieurs. Donc, quand on parle de ça c'est une contribution à l'économie. Donc c'est ça. Et je ne peux que être d'accord avec Michel. C'est évidemment, nous, on est au cœur du dispositif, on est au cœur du réacteur, donc on se bat au quotidien pour ça, pour faire cette perméabilité avec le monde socio-économique, cette capacité culturelle. Moi, j'insiste beaucoup sur le changement culturel parce que pour nous, on le vit au quotidien. Mais aujourd'hui, ce n'était pas gagné qu'un enseignant-chercheur puisse se dire, puisque Michel fait des citations, je vais en faire une autre aussi que je vais emprunter, que si avant 50 ans, on n'a pas monté sa start-up, on n'a peut-être pas réussi sa carrière. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi un changement culturel où, en fait… D'ailleurs, Cédric, vous êtes très branché entrepreneuriat étudiant, vous, si je ne m'abuse, avec votre casquette.
On fait entrepreneuriat étudiant, évidemment, et j'insiste, très important, qu'on peut être étudiant jusqu'à au moins 70 ans. Hein. Donc, un peu plus. C'est important. Je vais citer une start-up qui a été cofondée par 2 anciens de nos programmes de formation qui s'appelle Sublime Énergie, qui a levé cette année 15 millions d'euros sur de la sublimation pour faire du biométhane. Ils ont créé leur entreprise, ils avaient 59 et 49 ans et ils étaient en formation à l'âge de 49 ans et de 58 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour prendre les études et pour entreprendre. Et justement, alors juste parce que je sais que dans vos fonctions nationales, l'entrepreneuriat étudiant, c'est un sujet. Est-ce que ça a vraiment décollé? Parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives sur le statut. C'est une superbe réforme, loi République numérique d'Axel Lemaire 2018. Superbe réforme qui permet, lorsqu'on est étudiant à l'université, de pouvoir être aussi étudiant entrepreneur. Vous savez, c'est cette capacité à échanger sa vie. Je suis étudiant en droit, je suis étudiant en STAPS, je suis étudiant en ingénierie, je suis étudiant en humanité et je peux créer mon entreprise. Et là, pareil, le schéma mental, il est très, très intéressant parce que ce qu'on donne aux étudiants, ce n'est pas un devoir de réussite de création d'entreprise. Ce sont des compétences et des connaissances qui vont leur être utiles toute leur vie. Hein, lorsqu'on est aujourd'hui journaliste comme vous, eh bien, vous êtes aussi entrepreneur puisque vous montez des webinaires et qui est un truc qui n'existait pas il y a 10 ans. Eh bien, c'est cette compétence entrepreneuriale qu'on va donner à nos étudiants. Je donne un chiffre là-dessus. Un chiffre là-dessus, l'enquête BPI France montre que 50% des étudiants sont intéressés à un moment de leur carrière à rejoindre une entreprise, une aventure entrepreneuriale. Donc, il y a une vraie appétence. Et lorsque je regarde les chiffres de pépites, hein, donc des pôles étudiants entrepreneurs, à PSL, on a aujourd'hui 1% des étudiants qui franchissent ce pas-là. Voilà. Donc, on ne cherche pas étudiants en face. Jean-Philippe, j'ai envie de dire, quand on plonge dans le cœur des sujets et des chiffres, on est plutôt optimiste parce que nous, on est, comme journaliste, on est toujours un peu critique en se disant ouais, il y a encore un millefeuille, c'est long, c'est lourd, c'est complexe, c'est administratif. Mais en fait, quand on voit ce que nous disent nos intervenants, c'est quand même, ça marche. Et on passera la parole après à Max pour qu'il nous fasse son petit focus en Hollande. Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est très important pour des acteurs comme les SAT de pouvoir afficher un bilan chiffré finalement. Parce qu'il y a eu beaucoup quand même d'incertitudes sur la pérennisation du financement des SAT, etc. Ça suscite souvent des interrogations. Là, on voit effectivement avec les chiffres qui ont été donnés que l'impact est réel, que l'argent semble bien investi, puisque voilà, il produit des résultats concrets. Je voudrais peut-être, je rebondis aussi sur les différentes interventions. Ce qui est intéressant, Michel Mariton a mentionné les laboratoires communs, on a parlé de start-up, voilà, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la valorisation, le transfert, l'innovation peuvent prendre différentes formes et que la start-up n'est pas non plus l'alpha et l'oméga. On a beaucoup parlé de Startup Nation. Finalement, la start-up est une des formes, mais pas l'unique forme de valorisation. Et donc, c'est important, effectivement, d'avoir notion qu'il y a d'autres formes aussi de transfert et de valorisation. Je rebondis juste rapidement et après je te redonne la parole, Gilbert, sur effectivement l'acculturation. Peut-être pour faire réagir vraiment en une phrase nos intervenants, on voit que la culture de la recherche académique vis-à-vis de l'innovation a peut-être un temps été, il y avait une sorte de méfiance d'initiation des entreprises dans le secteur académique. On sent que ça a quand même beaucoup bougé. Est-ce qu'il reste quand même des poches de résistance? Je pense notamment aux sciences humaines et sociales, dont on a quand même beaucoup besoin pour l'innovation aujourd'hui. Dans différents domaines. Est-ce que là aussi, est-ce que ça bouge sur l'innovation? Je ne sais pas si non, alors attends, tu as abordé trop de sujets là. Il nous faut 4 webinaires là, Jean-Philippe. Non, juste sur les sciences humaines et sociales. Voilà. Est-ce qu'elles sont assez acculturées à l'innovation? On en parlera tout à l'heure si tu es d'accord. Max, how are you here? Je parle un peu anglais parce que comme il est en Hollande. Oui, je suis ici. Pas de souci. En français, pas de souci. Merci. Alors, Elsevier qui nous accompagne sur ce webinaire. Merci à vous, Max. Pourquoi vous occupez de l'innovation chez Elsevier? Pourquoi on vous a demandé d'intervenir? Parce que vous allez nous faire un focus. C'est vous qui avez la main sur les slides. 10 petites minutes, pas plus, parce qu'on est en retard sur les universités 4e génération. Peut-être un exemple à suivre. Max, c'est à vous. Merci beaucoup, Gilbert. Je dois dire que j'aimerais beaucoup de ce que je viens d'entendre sur l'investissement, l'impact et aussi le talent. Alors, c'est trop relevant pour mon petit récit. Merci avant de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un programme sur lequel nous travaillons depuis un an.
Je suis responsable de l'innovation chez Asbir, comme vous avez dit. Et comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas français, malgré mon nom de famille français. Je suis néerlandais à Amsterdam et le projet que je voudrais vous présenter aujourd'hui a commencé par une collaboration avec l'un de nos partenaires de recherche néerlandais, l'Université de technologie d'Eindhoven. Oui, notre projet, il s'agit de l'université de la 4e génération, d'après un concept développé par des chercheurs spécialisés dans les écosystèmes d'innovation au sein de cette université. Cette collaboration est née d'un besoin que nous avions tous les deux, à savoir aider les entités de recherche à tous les niveaux à démontrer l'impact qu'elles ont et surtout sur les communautés qui financent la plupart de leur budget. L'objectif est de les aider à démontrer que les dépenses en matière d'éducation et de recherche ne sont pas un coût, mais plutôt un investissement, et en fait un très bon investissement, comme vous l'avez dit déjà. Alors, je passe à la prochaine. Ah oui, vous pouvez le voir, n'est-ce pas? OK. Aujourd'hui, je parlerai brièvement du concept 4GU, puis je passerai à la vision que nous avons de notre projet et enfin au programme et aux partenariats qui sont actuellement en plein essor. Et vous pouvez, avec ce code QR, vous pouvez trouver le rapport que nous avons On va le mettre en pièce jointe dans la messagerie. Oui, OK, merci beaucoup. Alors, oui, le projet a débuté lorsque nous avons appris que TU Eindhoven avait besoin d'une explication sur la valeur qu'elle apporte. Tout d'abord, un peu sur l'université Eindhoven. Il s'agit d'une jeune université âgée de près de 70 ans, fondée dans une région qui était à l'époque dominée par une grande entreprise, Philips. Peut-être vous connaissez, bien connue pour ses inventions telles que la cassette audio et le CD. Mais depuis, Philips a été dépassé par ses propres spin-offs dans l'industrie des puces comme ASML et NXP, et la région Eindhoven, plutôt connue comme Brainport, est désormais connue comme l'une des plus innovantes d'Europe, l'université jouant un rôle important dans ce succès. Mais le président de l'université, Robert-Jan Smits, ancien directeur général de la DGRTD à Bruxelles, a estimé que ces réalisations n'étaient pas reconnues à leur juste valeur. Les rankings ou les classements sont utiles pour certains, mais ils ne mettent en lumière qu'un aspect de leur travail. Il leur fallait démontrer l'impact innovant qu'elles ont, en particulier sur la région. L'objectif était d'obtenir un financement de la part de budgets et d'acteurs différents des budgets traditionnels et de mettre en valeur le profil auprès des talents nationaux et internationaux. Par exemple, le gouvernement néerlandais a lancé un projet au début de l'année appelé Beethoven, qui se traduira par un investissement de 2,5 milliards d'euros dans l'industrie des semi-conducteurs, dont Eindhoven bénéficierait sous la forme de financement pour un nouveau département de recherche sur les semi-conducteurs. D'autres acteurs sont des entreprises comme ASML et Smart Photonics qui ont dévoilé des plans pour construire des nouvelles salles blanches et des usines de tests sur le campus. Alors, c'est quoi l'université de 4e génération? Merci Gilbert. Ouais, comme je l'ai dit, ce concept est tiré d'un article de Marcel Bogers et Martin Steinbuch. Ils sont tous les deux professeurs de la TU Eindhoven. La première génération des universités alors, était l'université d'enseignement médiéval. La deuxième a commencé avec les Humboldt en Allemagne qui ont ajouté la recherche. Et la troisième, lorsque les Américains ont professionnalisé le transfert de technologie dans les années 30. L'université de la 4e génération mène les mêmes activités que font les universités traditionnelles, mais pour elles, c'est beaucoup plus important de collaborer avec les parties prenantes de multiples façons dès le début du process. Alors, et pas seulement dans le tech transfer, mais aussi dans l'enseignement et dans la recherche.
en se concentrant sur la mission dans son environnement, dans tous les aspects de ses activités, elle peut garantir un niveau élevé de pertinence. L'orientation régionale ne signifie toutefois pas qu'il ne devrait pas également avoir une orientation académique mondiale. Au contraire, ils se considèrent comme des universités qui s'engagent dans des écosystèmes thématiques mondiaux. Par exemple, la recherche en optique, afin d'être pertinent pour leur écosystème d'innovation régionale. Ils effectuent également un travail important avec de grandes entreprises sur des projets dont les TRL sont étonnamment bas. Mais oui, ils se soucient toujours, je suis aussi chez Elsevier, mais ils se soucient toujours des publications et des citations. C'est encore important, mais c'est une ajoutation que vous pouvez voir. Alors, comme je l'ai dit précédemment, les entreprises ont des raisons importantes de s'engager dans l'écosystème local de l'innovation. Tout d'abord, le gouvernement, c'est très important pour les universités. Aux Pays-Bas, nous avons constaté une affirmation de la politique industrielle et avec le vent politique soufflant dans une autre direction, peut-être vous avez entendu, aux Pays-Bas et dans de nombreux pays, les Amériques, partout, les dirigeants des universités nous ont dit qu'ils doivent de plus en plus démontrer à leur gouvernement qu'ils apportent une contribution nette à la région et au pays. Alors, aussi industrie, les entreprises de la région d'Eindhoven souhaitent également cet engagement. Elles apprécient les perspectives mondiales objectives et les collaborations leur offrent la possibilité d'accroître la rapidité et le temps de mise sur le marché, tout en réduisant les risques. Plus important encore, les étudiants. Les étudiants en tirent un grand bénéfice. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inflation de titres perçus et le fait d'avoir un diplôme qui est immédiatement pertinent pour une carrière est un énorme avantage. Enfin, il s'agit également d'une orientation que les universités ont prise elles-mêmes. Je recommande vivement l'excellent rapport de l'Association européenne des universités que nous avons utilisé dans notre rapport. Il nous reste 5 minutes, Max. OK. Alors, je peux plus rapide. Comment avons-nous mis en œuvre le concept dans notre rapport? Tout d'abord, nous avons utilisé les éléments les plus importants du concept, comme que vous avez vu. Nous les avons ensuite appliqués aux 4 activités décrites dans le rapport des universités européennes. Nous avons ensuite veillé à utiliser la géolocation pour les collaborations dans la mesure du possible. Et nous avons également examiné la manière dont l'université tente d'orchestrer l'écosystème. Enfin, nous avons mis l'accent sur la technologie. À Elsevier, nous avons eu la chance de conseiller le gouvernement néerlandais sur sa nouvelle stratégie technologique et nous avons utilisé les catégories de cette analyse pour mesurer l'orientation. Les indicateurs, parce que ça aussi… Oui. Ils sont, à partir de là, nous avons dressé une liste d'indicateurs que vous trouverez dans le rapport. La plupart des données étaient disponibles dans nos bases de données chez Elsevier. Mais pour certains d'entre elles, nous avons dû collaborer pour les obtenir ailleurs, parfois auprès des universités elles-mêmes. Par exemple, nous demandons les codes postaux des anciens étudiants de manière anonyme, bien sûr, afin de savoir où ils vivent aujourd'hui et d'apporter une contribution. Alors, presque là. OK. Voilà ce que nous avons fait avec Eindhoven, mais nous tournons maintenant vers l'avenir. Toujours en partenariat avec Eindhoven et avec Robert Jan Smits. Notre vision est de développer l'analyse afin que certaines universités puissent en bénéficier en montrant leur profil en ligne et en analysant le succès. Alors,
vous avez dit montrer l'impact sur les investissements. Il est important de noter que nous considérons ce programme comme une collaboration entre universités et qui n'a rien à voir avec un classement. Un classement destiné aux parties prenantes comme les étudiants qui doivent choisir entre les universités. Notre programme aide ces parties qui doivent choisir entre différentes opportunités d'investissement et rarement entre deux universités. Il s'agit donc d'une somme positive. C'est très important, ce n'est pas un classement. OK. Donc, presque là. Alors, voilà le calendrier de notre programme. C'est que nous sommes que nous faisons maintenant. Pendant des mois, nous avons travaillé avec 12 universités du monde entier pour nous assurer que nous disposions de bons indicateurs pour un public mondial. Au cours des 2 prochains mois, nous résumerons et nous sommes en train de recruter les early adopters, alors pour les prochaines vagues. Et si vous souhaitez faire partie de ce groupe, n'hésitez pas à me contacter. Bah oui. Appel à candidature. Oui, même, bien sûr. Alors, merci, Max. C'est ça, merci beaucoup. Et je voudrais dire que l'URL, bien sûr, et le code, on va le mettre dans la conversation. Ah oui, merci. Dans la conversation, comme ça. Évidemment. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, Xavier, j'imagine qu'on se nourrit évidemment de ce qui se passe à l'étranger et on observe les écosystèmes pour savoir comment ça se fait. Et puis, on se pose la question en creux. Ce qui marche, est-ce qu'on a vocation à le faire durer? Parce qu'évidemment, Jean-Philippe l'a évoqué tout à l'heure, parfois il y a des stop and go. Alors, est-ce que d'abord, ça vous inspire? Et 2, est-ce qu'on est sur la bonne voie pour continuer avec les mêmes outils? Merci Max pour la présentation, parce que je trouve ça très inspirant en termes de démarche globale. Vous avez réussi à finalement essayer de structurer autour, on va dire, de l'impact d'une université dans différentes dimensions. On l'essaye. Hein, ouais. Moi, me marque, et ça me va bien, c'est cette dimension. Finalement, il y a à la fois la partie technique, vous l'avez dit, il y a la partie industrie, économique, impact, puis à un moment donné, dans vos indicateurs, la moitié des indicateurs concernent une ressource que vous n'avez pratiquement pas citée, qui sont les bonhommes, les hommes et les femmes, qui font la vie de l'université, mais la vie de la cité, ou globalement. À un moment donné, dans vos indicateurs, on voyait, est-ce que l'étudiant, il est passé par l'université, il a créé après son entreprise, ou il l'a créé pendant qu'il était à l'université? On voit bien que, comme on peut vivre aujourd'hui, avant on faisait une carrière et on était au même endroit pendant des années, à l'exception de Michel, qui a déjà fait un parcours erratique. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'université peut être aussi un point de passage dans une vie. On voit que finalement, l'important, c'est de bien tracer ce que l'université a apporté aux personnes, parce que, et c'est super important dans nos métiers, l'innovation, c'est jamais quelque chose de spontané. On va travailler pendant 5 ans sur une technologie, on va créer pendant 3 ans, d'essayer de faire créer une start-up, et pendant 20 ans, on va exploiter la technologie. Et donc, c'est des cycles très longs, entre 3 minimum et 10 ans, pour aboutir à faire émerger quelque chose. Et là, on voit qu'une université, finalement, a un rôle à la fois de catalyseur, mais aussi de stabilisateur dans un monde économique, stabilisateur dans un monde humain et stabilisateur dans un monde de gouvernance, parce que Michel l'a évoqué, à un moment donné, il faut que tout ça arrive à se lier. Mais la liaison, ce n'est pas parce qu'on a signé des papiers. La liaison entre les structures, c'est parce que les hommes et les femmes se coordonnent et se respectent, ont de confiance, quoi. Je suis bien d'accord avec tout ça. En fait, en Eindhoven, on parle beaucoup d'une certaine orchestration de l'écosystème, et c'est la collaboration. Et ce n'est pas une collaboration des mois,
c'est des dizaines des gens qui sont déjà en train de collaborer. Et ça, c'est important. Alors, dans le rapport, mais aussi dans la collaboration prochaine, c'est important. Il y a aussi une analyse qualitative qui est sur le sujet des collaborations et aussi de stratégies ensemble, comment le faire, comment collaborer, quel est le rôle de l'université. C'est proactif, c'est réactif, choses comme ça. Merci, ouais. Max. On avance, mais on a plein de choses à se dire, c'est pour ça. Michel, j'imagine que ça résonne aussi chez vous. Hein. Moi, j'aime le terme université 4e génération. Ça donne une dynamique, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'aime assez. Est-ce qu'il faut accélérer aujourd'hui, quand même, malgré tout, parce qu'on voit bien qu'il y a une mobilisation en Hollande, et cette mobilisation, on l'a vu qui marche, hein, puisqu'on a parlé d'impact. Est-ce qu'il faut accélérer sur le financement ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on manque encore un peu de ressources? Non, alors bon, bien sûr des ressources, il faut toujours des ressources, mais je dirais il faut distinguer ce qui sont les aléas de court terme, les budgets qui se font pas sur un an ou deux, etc., et les tendances de long terme. Donc oui, il faut qu'on ait une tendance de fond qui aille dans le sens d'un bon financement, mais je voudrais surtout rebondir sur à la fois l'exposé de Max et les remarques qu'a pu faire Xavier sur la dimension formation et étudiant. Parce que parfois, on a tendance à parler dans la même phrase de recherche et d'innovation. Et c'est vrai que le transfert des résultats de la recherche est une dimension importante de l'innovation. Mais pour moi, ça n'a jamais été la dimension fondamentale. La dimension fondamentale, parce que l'innovation, c'est un sujet de temps long, c'est la formation et les étudiants. 10 000 étudiants qui sortent d'université, qui ont un emploi. Là, vraiment, on travaille le tissu économique, on alimente le tissu économique en profondeur. Donc, il ne faut vraiment pas distinguer, saucissonner les missions et bien prendre en compte. Et c'est pour ça que c'était judicieux de constituer les pôles universitaires d'innovation autour d'un site universitaire. Parce que le levier fondamental, c'est les étudiants. On ne passera pas à l'échelle. Il faut des top. Il faut des gens très rares, très peu nombreux, qui sont exceptionnels, etc. Mais il faut aussi aller les staffer, les innovations. Il faut alimenter à tous les niveaux, depuis l'undergraduate jusqu'au graduate, jusqu'au doc, jusqu'au post-doc. Oui, il faut des post-docs, il faut des gens de très, très niveau. Mais il faut aussi, quand on discute avec Candela, aujourd'hui, leur problème principal, c'est l'embauche à la base dans leur équipe. Donc vraiment, cette importance est de bien voir, pour donner un chiffre, 10 000 étudiants en emploi, quelques années plus tard, ça fait 1 milliard de valeur ajoutée dans l'économie nationale. Et ça se cumule au cours du temps. Ça fait 1 milliard tous les ans. Donc, c'est extrêmement important, cette dimension étudiant. Et c'est pour ça que les universités, et c'est ça qui les distingue, par exemple, des organismes de recherche, c'est pour ça que les universités ont un rôle aussi crucial pour le passage à l'échelle. Donc, vous disiez accélérer ou pas. Moi, je dirais surtout passer à l'échelle. Et bon, ma présidente précédente à l'université aimait dire Paris-Saclay doit former 100% d'innovateurs. Ce qui ne veut pas dire 100% de start-upers, mais vraiment mettre cette idée d'appropriation, de transformation, d'implication dans la société au cœur de notre programme de formation, donc au cœur en fait de l'université. Cédric, évidemment, alors vous devez boire les paroles de Max, puisqu'on a parlé d'un pays, alors je ne sais pas si Eindhoven est dans UDIS, mais en tout cas, il doit y avoir une université hollandaise. Mais est-ce qu'au fond, les bonnes pratiques, elles se partagent au niveau européen ? Alors, peut-être pour préciser, sur UDIS, on a un réseau de 13 universités et j'étais dans la délégation avec UDIS qui était aux Pays-Bas la semaine dernière. Donc, j'étais à Eindhoven et donc on a des relations. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Max pourrait nous dire aussi les difficultés qu'ils ont aujourd'hui dans leur investissement dans la recherche, puisque le gouvernement, il est question de couper de 20% la recherche là-dessus. Donc, même si les Pays-Bas produisent beaucoup de produits, c'est un combat qui n'est jamais gagné. Voilà, donc il l'a dit, Max, avec les vents mauvais. C'est vrai, je manque d'argent partout. Voilà, je pense que c'est un des points qu'il faut retenir pour nous, c'est que les combats ne sont jamais gagnés d'avance, donc il faut continuer à se battre et c'est ce qu'on fait côté UDIS et c'est ce qu'on fait tous collectivement avec Michel, de rappeler qu'il y a besoin de financement pour l'innovation. Mais comme l'a bien dit Michel, c'est pas qu'une question d'argent. Et effectivement, aujourd'hui, dans ces questions, la bonne nouvelle, parce qu'il faut donner des bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, c'est que l'université, il y a peut-être une période où elle s'est un peu refermée, parfois un peu sur elle-même, c'était pas toujours le cas, mais là aujourd'hui, elle a envie
envie d'être un acteur de son écosystème. Et c'est ça ce qu'on entend. Mais ça correspond à une société aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la maison, les enfants y rentrent et ils disent « Papa, on a parlé de changement climatique, qu'est-ce que tu fais concrètement pour le changement climatique ?» Donc la société tout entière est en train de s'intéresser et cette évolution des 4e missions reflète les attentes de la société civile. C'est-à-dire que et c'est peut-être un des enseignements, je pense, qu'on peut prendre des Pays-Bas aujourd'hui, c'est qu'on a un intérêt aussi à toucher le grand public et à dire qu'on est présent sur ces questions d'innovation, que l'université sort, qu'elle est mission-driven, qu'elle s'intéresse en termes d'impact sociétal, et c'est le cas, et il faut qu'on communique, nous, universités, là-dessus, parce que les stakeholders, c'est-à-dire les populations, attendent qu'on rende des comptes. Et on le voit aux États-Unis, on le voit partout, les gens attendent de l'université de dire « mais à quoi ça sert ce pognon qu'on met là dans mes impôts ?» Et donc, il faut qu'on soit présent, comme le dit Michel à l'instant, de montrer qu'on crée une valeur dans la formation. Il a bien fait de le rappeler, c'est l'éducation, la recherche. Alors, à un moment, on parlait de 3e mission, qui est l'innovation, et aujourd'hui, cette 4e mission, qui est cet impact sociétal. Et donc, oui, cette recherche, elle est fondamentale, elle est Humboldtienne, elle est orientée vers la production de connaissances, mais il faut que l'université ait un rôle à jouer. Et donc, je pense que c'est là où, avec Michel et nous, les VP Innovation, Développement, nous avons un rôle très fort à jouer sur l'interfaçage avec la société civile pour créer plus de perméabilité. J'aime à dire que notre rôle, c'est de créer cette perméabilité, voilà, et ces membranes qui fonctionnent dans les deux sens. Et donc, il faut que, comme le disait Michel, les gens circulent d'un côté comme de l'autre. Donc, moi, je suis tout à fait. Et côté U10, on est dans cette position-là. Ça ne veut pas dire pour autant que l'entreprise va s'occuper de la gouvernance de l'université intégralement. C'est pas du tout le cas. Mais on a besoin de s'exposer aux problématiques. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, elle a des problématiques. Les associations, elles ont des problématiques. L'ensemble de nos stakeholders, ils ont des problématiques. Et l'université ne peut pas rester déconnectée des problématiques du monde. Ça ne veut pas dire pour autant que la recherche ne restera pas orientée sur des principes fondamentaux. Xavier, qu'est-ce que vous voulez dire ? J'aimerais, parce que c'est inspirant la discussion, je pense que pour reboucler un peu dans tout ce qu'on a vu avec François Germinet et là les dernières discussions, je pense que en gros, ce qui nous va bien là au niveau des SAT, c'est que quelque part, on a besoin, pour répondre aux demandes sociétales et aux grandes stratégies nationales, d'avoir une dynamique nationale sur certains sujets, mais en restreint. Et là, on sait qu'on a su mettre en place les stratégies nationales d'accélération. Donc là, on a bien ciblé et les SAT peuvent opérer ça. Et puis, à l'inverse, comme le dit finalement Cédric et Michel, à un moment donné, on a besoin aussi de répondre à des enjeux locaux plus territoriaux. Et les SAT, elles opèrent aussi sur ce que je vais appeler des stratégies locales d'accélération. C'est-à-dire qu'on a cette capacité à agir, à déployer une stratégie nationale pour dire il faut traiter le quantique, et donc là, on a une action coup de poing. Et on a aussi, au niveau des SAT, une capacité avec un ancrage territorial à dire, eh bien, sur cette région, les produits de la mer sont importants et on en fait une priorité. Et l'université, localement, va porter certaines thématiques. Et ça, c'est super intéressant d'avoir un opérateur comme les SAT, d'être capable de déployer une stratégie nationale. C'est des stratégies nationales d'accélération, et je viens de créer des stratégies locales d'accélération parce qu'elles sont toutes aussi cohérentes. Jean-Philippe, qu'est-ce que c'est dense comme webinaire. Merci de l'avoir monté avec nous et nos amis d'Elsevier et nos amis. On pose les petites questions qui nous sont arrivées. Ça vous va? Alors, je pense que c'est peut-être pour Xavier ou Michel, peut-être qui veut répondre. Quid des pôles de compétitivité? Parce que là, pas un mot. Personne ne veut répondre. Non, les pôles de compétitivité, ça fait partie, donc on évoque les progrès qu'on a fait, les déploiements progressifs, donc un grand nombre de dispositifs. Donc, les pôles de compétitivité sont tout à fait des acteurs du territoire. Par exemple, le pôle de compétitivité systématique et Médicène également sont des partenaires du pôle universitaire portés par le. Mais ça ne fait pas une couche en plus, comme parlait, ce que disait. Mais évidemment, l'image du millefeuille, elle est exacte, mais tous nos efforts, tout notre travail et ces fameux PEI sont simplement là pour ça. C'est aussi de désiloter. Là, avant de rejoindre le séminaire, j'étais dans une réunion où on examinait, avec l'ensemble des fondateurs du pôle universitaire, on examinait un projet de simulateur, d'accélération de la simulation grâce à l'intelligence artificielle. On a débattu en oubliant vraiment d'où on venait. Et finalement, qui allait le mieux accompagner ce projet? On a pris le point de vue du porteur de projet et on a décidé que c'était l'INRIA parce que
il y a une verticale, il y a un entrepreneur dans la verticale numérique est assez sollicité. On a décidé de donner la main au Startup Studio de l'INRIA. Et voilà, donc on progresse considérablement là-dessus. Une question qui nous est arrivée, Jean-Philippe, je te laisse gérer. Tu as lancé le sujet des SHS. Oui, bah juste voilà, en 2 mots, effectivement, sur cette acculturation à l'innovation, est-ce que les sciences humaines et sociales sont oubliées ou pas? Et est-ce que effectivement les chercheurs en SHS ont de plus en plus en tête aussi le fait qu'ils peuvent contribuer à l'innovation? Alors la réponse est non, hein, les chercheurs ne sont pas du tout oubliés. Par contre, on fait des efforts spécifiques pour battre un peu le rappel et expliquer qu'il y a des programmes d'innovation, etc. Mais il est vrai que certaines disciplines scientifiques, des sciences humaines et sociales, sont parfois un peu coupées du monde industriel, alors qu'elles peuvent parfois l'avoir en aspect d'objet de recherche. Hein. Et d'ailleurs, les entreprises nous disent, hein, ils ont besoin de sociologues, ils ont besoin d'anthropologues là-dessus, notamment les boîtes de la tech. Mais donc non, on y travaille et l'objectif n'est pas de séparer. Alors à PSL, justement, vous le savez, on a ce côté art, humanité et sciences expérimentales. Et donc, on travaille là-dessus et on a de plus en plus de projets de prématuration. Mais vous l'avez dit, c'est une question culturelle aussi. Donc, c'est aussi que les gens puissent se dire, on a cette capacité là-dessus et on a des tas de startups technologiques, même avec des brevets d'ailleurs, sur des parties voilà, on a une startup là récemment, Langue des signes, par exemple, là-dessus. Donc, on trouve beaucoup de choses très intéressantes. Allez, on va faire un dernier tour de table. Max, est-ce que pour donner un éclairage, un focus, on parlait de déploiement, de généralisation, est-ce que l'université 4e génération, c'est un concept qui a irrigué, comment dirais-je, comme disait François, qui s'est développé partout en Hollande ou c'est encore stade expérimental? Oui, je pense que c'est plutôt expérimental. C'est vraiment un concept qui est à Eindhoven en première. Alors, il y a aussi des autres universités qui sont un peu comme ça. Alors, il y a une université agriculturelle à Wageningen, peut-être vous connaissez, ou Life Science à Leiden. Mais je pense que c'est focus sur technologie, mais surtout sur la collaboration régionale. C'est vraiment quelque chose à Eindhoven. Mais nous avons trouvé depuis le lancement du rapport qu'il y a bien des situations comme ça dans le monde, partout. Et sur ce groupe d'universités, c'est le focus maintenant, et de faire quelque chose ensemble, de changer le concept un peu, pour faire quelque chose qu'on peut utiliser dans tout le monde. Max, vous avez oublié quelque chose dans votre présentation. C'est le maillot de football d'Eindhoven. Parce que vous m'aviez dit, je vais le montrer, et puis vous l'avez pas. Parce que vous n'aimez pas Eindhoven. Oui. Mais rappelez-nous juste pour l'anecdote, ce qu'il y avait écrit sur ce maillot. Oui, c'est vrai. Bon, alors, j'ai oublié. Pour moi, je suis un fan de Feyenoord. Alors, c'est pas PSV, le club de Eindhoven. Et seconde, ils ont perdu cette semaine de Brest à France. Alors, c'était un peu dommage. Mais vous avez pu voir qu'ils ont le nom de l'écosystème sur le maillot. Pas une des grandes entreprises, mais l'ensemble. Alors, ça, c'est une... Oui, c'est vrai, Gilbert. C'est une bonne anecdote parce qu'ils sont l'ensemble plutôt important que les entreprises, la communauté, l'université, Brainport, c'est eux. Oui, non, mais c'est-à-dire que l'association des innovateurs locaux se sont associés pour être le partenaire maillot, comme on dit dans le foot. Ça donne un signe quand même, université, entreprise, institution. Je sais que Cédric doit nous quitter dans quelques minutes. Un dernier mot de conclusion. Est-ce que, comment dirais-je, sur le rassemblement des universités, est-ce que on avance encore, on marche? Et d'abord, est-ce que ça a vocation à se développer, à se renforcer et à avoir de nouveaux partenariats? Les universités ont compris qu'elles avaient un destin commun, nos universités intensives de recherche, hein, et donc Paris-Saclay, PSL, mais ces 13 universités, elles ont un destin commun qui est, alors on appelle ça 4e génération, parce qu'il faut mettre une catégorisation, mais elles sont aujourd'hui des universités du 21e siècle, elles sont ces universités qui sont rentrées dans cette modernité et qui nous survivront. On ne sera plus là qu'elles seront encore là. Et donc elles ont un besoin de montrer ce qui est fait sur l'impact social. Je pense
pense que c'est ça qui a changé, mais parce que l'attente de la société a changé. Je vous donnerai une illustration aujourd'hui, et vous devez le voir en tant que journaliste. On a beaucoup de chercheurs qui acceptent de parler dans les médias, alors qu'avant, ils disaient, vous savez, non, je ne suis pas compétent, je ne veux pas, etc. Une grande modestie. Aujourd'hui, ils disent, bon, il faut quand même qu'on y aille pour pas laisser non plus la place à n'importe qui là-dessus. Donc, je pense qu'il y a des bonnes choses. Et si je dois finir sur un mot, un mot positif, c'est que c'est en train de bouger d'une façon incroyable. Les universités se sont tellement modernisées. Je vais vous donner une illustration quand même pour le rappeler. PSL, vous le savez, c'est 11 grandes écoles qui décident de se disparaître pour devenir une université parce que c'est le sens de l'histoire. Alors, elles ne disparaissent pas complètement, elles restent, comme l'a dit Michel, à l'intérieur, à Paris-Saclay, il y a encore les marques des établissements. Mais à l'international, dans cette vision du monde, c'est l'université qui doit faire la construction de notre avenir. Et ça, c'est quand même un point très, très positif et il faut finir avec cette note-là. Bah oui, une note positive. Hein. Xavier, Michel, c'est à vous aussi de nous dire… bon, les SAT, on l'a compris. Hein. L'impact, il est là. La pérennité, a priori. Je n'ai pas compris bien la différence entre les 6 SAT expérimentales versus les SAT installés. On a passé une étape, on a passé une étape, Gilbert. Aujourd'hui, il n'y a pas 2 catégories de SAT. Il y a les SAT. On est 5 plus 13, ça fait 18. Les 18, on a aujourd'hui les mêmes outils de promotion des technologies vis-à-vis de l'industrie. Ça s'appelle Tech 365. On est tous là, tous fédérés, tous regroupés. Et c'est peut-être le futur, c'est qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'on a su travailler dans nos écosystèmes et maintenant on est fédérés. Et le mot de la fin, ça serait d'avoir pour l'ensemble des SAT un beau cadeau de Noël de la part du gouvernement au pied du sapin avec, on va dire, un refinancement à la hauteur de l'impact qu'on a démontré sur les 10 années précédentes. En tout cas, ils reconduisent le budget de l'année dernière déjà. Donc déjà, on va se dire, alléluia. Je veux bien que, comme Xavier a fait une conclusion tout à fait terre à terre, et il a bien raison, la question est posée et c'est maintenant, il faut la réponse maintenant, donc là c'est tout à fait tangible. Moi je voudrais prendre un peu d'altitude, me faire et dire qu'en fait on parle d'innovation, mais fondamentalement on parle de quoi? On parle d'ouverture, de brassage, de débat, de contradiction pour progresser. Et donc, en fait, ce qui caractérise nos universités en tant que cœur d'un écosystème d'innovation, c'est fondamentalement ce dont nous avons besoin, ce dont nos sociétés ont besoin pour affronter les défis actuels. Ne pas segmenter, oui, les SHS, oui, la physique, oui, la biologie, tout ça, ça se brasse avec également des acteurs privés sur les campus universitaires, donc qu'on peut appeler de 4e génération. Mais on appelait ça le quartier latin au 19e siècle, et au 19e siècle, on entreprenait, il y avait des start-upers au quartier latin au 19e siècle. Donc, voilà, tout ça, c'est le temps long, la belle histoire des universités comme des lieux de brassage ouverts avec la jeunesse du pays. Ah oui, toi, tu es vraiment en haut du sapin, Michel. Moi, je suis vraiment en haut du sapin. Jean-Philippe, franchement, je pense qu'on a abordé des thèmes essentiels et fondamentaux. D'ailleurs, l'audience est restée longtemps avec nous. On a eu des questions, des remarques, des remerciements qui nous disaient merci d'avoir fait ce débat. Je pense qu'on a à peu près balayé. On pourrait en faire plusieurs autres, hein, Jean-Philippe. Pardonnez-moi, je l'appelle Jean-Philippe. Pour avoir plus d'infos, vous pouvez lire les contenus de Newstank, bien sûr, sur notre domaine d'innovation. Alors moi, ce que je retiens, un seul mot, c'est peut-être collectif. Finalement, on sent là vraiment que, même si c'est toujours compliqué de tous se mettre d'accord, mais on sent qu'il y a vraiment un mouvement collectif pour faire que les différents sites universitaires marchent d'un seul homme vers le transfert, la valorisation, l'innovation. Et je retiens quelque chose qui est important, qui a été mentionné un peu au fil, c'est la formation, que ce soit des étudiants pour l'entrepreneuriat, mais aussi la formation des gens qui aident au transfert et à la valorisation, parce qu'il y a une professionnalisation qui est nécessaire. Ça ne s'invente pas comme métier. Et donc ça, c'est aussi très important. Former aussi les chercheurs à la propriété intellectuelle, parce que des fois, c'est très loin pour eux. Et leurs idées, hein, ça, on a vu des histoires, franchement. Donc voilà, mais en tout cas, oui, effectivement, un webinaire qui me semble très positif et enthousiasmant pour la suite. Merci Jean-Philippe. Cédric, vous avez dit 12h15, regardez, il est 12h14. C'est pas bon ça?
Michel, Xavier, Max, qui est peut-être parti, qui est en Hollande, Jean-Philippe, merci, toujours brillant, hein, notre directeur de la rédaction recherche, notre globetrotter, puisque vous savez que Jean-Philippe s'occupe aussi des régions chez Newstalk et Campus Matin. Merci à toi, merci à tous, merci à tous les internautes qui nous ont suivis. À très bientôt pour un webinaire Campus Matin Newstalk. À bientôt, merci. Et merci Gilbert pour l'animation. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.